Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Michel Foucault, les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines. Les utopies permettent les fables et les discours dans le droit fil du langage, dimension de la fabula fable, comme chez Borges qui inspira cet ouvrage. Les codes fondamentaux d'une culture fixent pour chaque homme les ordres empiriques auxquels il aura affaire et dans lesquels il se retrouvera. Selon quel espace d'ordre s'est constitué le savoir? Mettre au jour le champ épistémologique, l'épistémé ou les connaissances. Cohérence entre la théorie de la représentation et celle du langage. Une historicité profonde pénètre au cœur des choses et les définit dans leur cohérence propre. Le rapport du langage à la peinture est un rapport infini. On a beau dire ce qu'on voit ne loge jamais dans ce qu'on dit. Les clartés de l'herbe sans violence reproduisent la forme pure du ciel. Les étoiles, dit Crolius, sont la matrice de toutes les herbes, et chaque étoile du ciel n'est que la spirituelle préfiguration d'une herbe ou plante. Sagesse est aussi savoir. Vieille analogie de la plante à l'animal. Le végétal est une bête qui se tient la tête en bas, la bouche ou les racines enfoncées dans la terre. Ces alpins ne la critiquent ni l'effacent, mais la renforcent, découvrant que la plante est un animal debout, dont les principes nutritifs montent du bas vers le sommet. De Plantis Libri, 1583. L'espace des analogies est au fond un espace de rayonnement. De toutes parts, l'homme est concerné par lui, et il transmet les ressemblances qu'il reçoit du monde. Ressemblance assurée par la sympathie, attirant les lourds vers le sol et les légers vers l'éther. Secret mouvement intérieur, le feu s'élève. La sympathie est une instance du même pouvoir d'assimiler et de rendre les choses identiques. La sympathie transforme, attirance d'un seul aimant, porta, magie naturelle. L'identité des choses est le balancement constant de la sympathie et de l'antipathie qui en répond. Feu chaud sec et eau froide humide, antipathie. Par ce jeu, le monde demeure identique. Il n'y a pas de ressemblance sans signature. Le savoir se fonde sur le relevé de ces signatures et sur leur déchiffrement. Le signe de l'affinité est ce qui la rend visible. C'est l'analogie. Le chiffre de la sympathie réside dans la proportion. L'émulation se reconnaît à l'analogie. Les yeux sont des étoiles répandant la lumière sur les visages, comme les astres dans l'obscurité. Les ressemblances exigent une signature, forme mitoyenne de la même ressemblance. Herméneutique, l'ensemble des connaissances et des techniques qui permettent de faire parler les signes et de découvrir leur sens. Chercher le sens, c'est mettre au jour ce qui se ressemble. Pléthorique car illimitée, la ressemblance ne reste jamais stable en elle-même. Savoir qui procède par entassement infini de confirmation. Trésor transmis de l'Antiquité, le langage vaut comme le signe des choses. Sous sa forme première, le langage était un signe des choses car il leur ressemblait. L'hébreu porte les marques de la nomination première. Toutes les langues du monde forment ensemble l'image de la vérité. Il y a une fonction symbolique dans le langage. La nature du langage est d'être écrit. Savoir consiste à rapporter du langage à du langage. Il a en lui-même son principe intérieur de prolifération. L'expérience du langage appartient au même réseau que la connaissance des choses de la nature. On croit avoir atteint l'essence même de la littérature en ne l'interrogeant plus au niveau de ce qu'elle dit. Tout le chemin de Don Quichotte est une quête aux similitudes. Les signes ressemblent bien à la vérité. Don Quichotte dessine le négatif du monde de la Renaissance. La fiction déçue des épopées est devenue le pouvoir représentatif du langage.
De là, dans la culture occidentale moderne, le face-à-face de la poésie et de la folie. Le poète fait venir la similitude jusqu'aux signes qui la disent. Le fou charge tous les signes d'une ressemblance qui finit par les effacer. On trouve déjà chez Bacon une critique de la ressemblance, doctrine du quiproquo. Les idoles de la caverne et celles du théâtre nous font croire que les choses ressemblent à ce que nous avons appris. L'esprit humain est naturellement porté à supposer dans les choses plus d'ordre de ressemblance qu'il n'y en trouve. Critique cartésienne de la ressemblance. Il n'y a de connaissance vraie que par l'intuition, acte singulier de l'intelligence pure et attentive, et par la déduction qui lie entre elles les évidences. La mesure permet d'analyser le semblable selon la forme calculable de l'identité et de la différence. Ce qu'il faut saisir et essayer de restituer, ce sont les modifications qui ont altéré le savoir lui-même. L'activité de l'esprit consiste à discerner, à établir les identités. Le langage entre dans son âge de transparence et de neutralité. Le signe doit trouver son espace à l'intérieur de la connaissance. Le signe se constitue par un acte de connaissance. Le signe forme une liaison avec ce qu'il signifie. Le signifiant n'a pour tout contenu et toute fonction que ce qu'il représente. Extension universelle du signe dans le champ de la représentation. Sans l'imagination, il n'y aurait pas de ressemblance entre les choses. Nécessité d'interroger l'origine des connaissances. Une dimension critique s'instaure lorsque le langage s'interroge à partir de sa fonction. La grammaire, comme réflexion sur le langage, manifeste le rapport que celui-ci entretient avec l'universalité. Connaissance et langage sont strictement entrecroisés et ont, dans la représentation même, origine et même principe de fonctionnement. Les langues sont des sciences en friche. Il appartient à la nature même de la grammaire d'être prescriptive, car elle réfère la possibilité radicale de parler à la mise en ordre de la représentation. La langue d'un peuple donne son vocabulaire, qui est une bible assez fidèle de toutes les connaissances de ce peuple. L'histoire des langues est érosion ou accident, introduction, rencontre et mélange d'éléments divers. La proposition est au langage ce que la représentation est à la pensée. Pour la pensée classique, le langage commence là où il y a non pas expression, mais discours. Le verbe être a pour fonction de rapporter tout langage à la représentation qu'il désigne. Le verbe être définit le premier invariant de la proposition et le plus fondamental. Le langage a pour fonction de nommer. Il est indication et non pas jugement. Le langage d'action, c'est le corps qui le parle, geste. Le langage d'action fait surgir l'irréductible réseau de signes qui sépare le langage de l'action. De là, les hommes pourront établir un langage conventionnel disposant d'assez de signes, marquant les choses pour en fixer de nouveaux qui analysent et combinent les premiers. L'homme reçoit de la nature de quoi faire des signes, et ils lui servent à s'entendre avec les autres hommes, devenant des règles de leur usage, servant ensuite à former de nouveaux signes. Les racines se forment par onomatopée, articulation volontaire d'un signe ressemblant, faire avec sa voix le même bruit que fait l'objet qu'on veut nommer, ou par utilisation d'une ressemblance éprouvée dans les sensations, la couleur rouge rendue par le son R dans l'ouïe. Le langage parcourt l'histoire par étapes successives et découpage simultané de la représentation et des mots, le fil directeur étant la constance des significations. L'unité de sens est la seule constante. Changement de prononciation. Le sens des mots est la lumière la plus sûre qu'on puisse consulter. Turgot. Le romantisme aura appris à nommer les choses par leur nom. Avec Sade, le langage fut traversé par le désir, dont il était le lieu d'apparition, l'assouvissement et l'indéfini recommencement. L'œuvre de Sade joue dans notre culture le rôle d'un incessant murmure primordial. La littérature le libère, le langage existe sur fond des continuités et des répétitions. La désignation articulée fait entrer la ressemblance dans le rapport propositionnel. Le discours devient le lieu de l'ontologie, nommant l'être de toute représentation en général, devenant philosophie, théorie de connaissance et analyse des idées. Enfin, science, attribuant à chaque chose le nom qui convient,
nomenclature et taxinomie. Les signes jusqu'au XVIIe siècle faisaient partie des choses devenant par la suite des modes de représentation. L'âge classique s'est ingénié à astreindre volontairement le champ de son expérience. D'après Linné, toute note doit être tirée du nombre, de la figure, de la proportion et de la situation. Exemple de l'organe sexuel de la plante. Dénombrer étamine et pistil ou absence, puis cercle, hexagone, triangle et leur taille. Articulation du visible qui exclut toute incertitude. La structure, en limitant et en filtrant le visible, lui permet de se transcrire dans le langage. La visibilité de l'animal ou de la plante passe tout entière dans le discours qui la recueille. Par la structure se trouve analysé et offert au déroulement linéaire du langage. La structure, c'est cette désignation du visible, lui permet de se transcrire dans le langage. Selon Linné, le caractère se compose de la description la plus soignée de la fructification de la première espèce. Les autres sont comparés à la première en bannissant toutes les notes discordantes et le caractère se produit. Accomplissement de sa tâche fondamentale, disposition et dénomination de l'histoire naturelle. Système et méthode reposent sur le même socle épistémologique, empiriquement sur le tableau universel de toutes les différences possibles. Tout être porte la marque d'une espèce, oiseau chassant la nuit. À partir de Cuvier, l'identité des espèces se fixera par un jeu de différences, squelette, respiration, circulation. Le temps n'est jamais conçu comme principe de développement pour les êtres vivants dans leur organisation interne, mais perçu qu'à titre de révolution possible dans l'espace extérieur où ils vivent, par évolutionnisme ou transformisme dans la pensée classique. Poussée constante et globale d'une hiérarchie tout instaurée, le temps n'étant qu'un des facteurs. L'histoire naturelle est contemporaine du langage, analysant les représentations dans le souvenir et établissant des signes à partir d'eux et imposant finalement des noms. Classer et parler trouvent leur lieu d'origine dans ce même espace que la représentation ouvre à l'intérieur de soi, car vouée au temps, à la mémoire et à la réflexion. L'histoire naturelle n'est pas encore biologie jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, car la vie n'existe pas à l'époque classique, mais seulement des êtres vivants. L'histoire naturelle ne peut encore se déployer à une philosophie. L'économie politique s'est mise à exister avec son objet propre et sa cohérence intérieure par Adam Smith, qui met au jour le processus de la division croissante du travail. Ricardo, le rôle joué par le capital, essaye les lois fondamentales de l'économie de marché. L'analyse des richesses est à l'économie politique ce qu'est la grammaire générale à la philosophie. Au XVIe siècle, les signes étaient constitués par des ressemblances qui, à leur tour, pour être reconnues, nécessitaient des signes. Correspondance absolue entre toutes les choses dont l'homme peut avoir besoin et les veines cachées des métaux. La nature, dit Davanzati, a fait bonne toutes les choses terrestres. La monnaie n'emprunte point sa valeur de la matière dont elle est composée, mais de la forme qui est l'image du prince. Dilemme de la monnaie, marchandise ou signe. Les rapports entre richesse et monnaie s'établissent dans la circulation et l'échange et non pas dans la préciosité du métal. À travers l'expérience mercantiliste, le domaine des richesses se constitue sur le même mode que celui des représentations. L'or et l'argent sont des conventions, gages, équivalents, mesures de tout ce qui sert à l'usage des hommes. Vaughan, Locke et Mellon. Jetons reçus du consentement commun, pure fiction. En 1726, une monnaie métallique stable sera instaurée. La valeur marchande du métal assure son échangeabilité. Commune mesure des autres marchandises, Turgot critiquera l'or. En tant que gage, la monnaie désigne une certaine richesse, elle en établit le prix. Chaque chose échangeable a son équivalent, la valeur s'analyse dans l'acte même de l'échange. Au point de croisement du donné et du reçu, condition première pour que l'échange puisse avoir lieu. Avant l'échange, il n'y a que la réalité, rare ou abondante, que fournit la nature. La demande de l'un et la renonciation de l'autre font apparaître des valeurs. La consommation de biens se transforme en richesse. Le salaire de l'ouvrier correspond à sa substance pendant le temps qu'il travaille. L'ouvrier est un outil du travail, de la cultivation, importance de la rente foncière par rapport au travail agricole.
On échange car on a des besoins. Sans eux, le commerce n'existerait pas, ni le travail. La faculté d'échanger donne lieu à la division du travail. Les hommes échangent car ils éprouvent des besoins et des désirs. Finitude et production se supposent. Au début du XIXe siècle se constitue une disposition du savoir où figure l'historicité de l'économie, production, la finitude de l'existence humaine, rareté et travail, et l'échéance d'une fin de l'histoire par ralentissement ou renversement. Le savoir n'est plus sur le mode du tableau, mais sur celui de la série, de l'enchaînement et du devenir. L'unité de plan rend possible la biologie. Les organes forment un système unique dont toutes les parties se tiennent, agissent et réagissent les unes sur les autres. Plus ou moins grande perfection des organes. La nature du XIXe siècle est discontinue dans la mesure où elle est vivante. L'historicité s'est introduite dans la nature, le vivant un mode d'être fondamental. L'herbe en tant que vivant énonce sa limpide essence. La vie est la racine de toute existence, et la nature inerte est la vie retombée. Les analyses de Bopp ont une importance capitale pour la décomposition interne d'une langue, et il définira ce que peut être le langage en son essence. Le langage s'enracine non pas du côté des choses perçues, mais du côté du sujet en son activité. La biologie s'avancera de plus en plus vers l'extérieur du vivant. Nivellement du langage qui est ramené au pur statut d'objet. Rêve de Cuvier qui donnait à la science le projet d'être une copie de la nature. Le discours scientifique en serait le tableau. Le langage forme le lieu des traditions, des habitudes muettes de la pensée, esprit obscur des peuples. Le structuralisme et la phénoménologie trouvent avec leur disposition propre l'espace général qui définit leur lieu commun. La littérature, c'est la contestation de la philologie, dont elle est la figure jumelle, ramenant le langage de la grammaire au pouvoir dénudé de parler, et là, elle rencontre l'être sauvage et impérieux des mots. Le seuil du classicisme à la modernité a été franchi lorsque les mots ont cessé de s'entrecroiser avec les représentations et de quadriller la connaissance des choses. Avant le XVIIIe siècle, l'homme n'existait pas, ni la puissance de la vie, la fécondité du travail ou l'épaisseur historique du langage. Récente créature fabriquée par le savoir. Pouvoir du discours, du langage en tant qu'il représente, découpe, noue et dénoue les choses. Analytique de la finitude. À l'expérience de l'homme, un corps est donné qui est son corps. Positivité des contenus, limitée au savoir borné des contenus. La philosophie de la vie dénonce la métaphysique comme voile de l'illusion. Le travail dénonce comme pensée aliénée et idéologie, le langage comme épisode culturel. Une analyse du vécu s'est instaurée. L'homme est aussi le lieu de la méconnaissance. L'impensé n'est pas logé en l'homme, c'est par rapport à l'homme, l'autre. Toute la pensée moderne est traversée par la loi de penser, l'impensé, de réfléchir dans la forme du pour-soi, les contenus de l'en-soi, de désaliéner l'homme en le réconciliant avec sa propre essence. La réflexion, c'est la prise de conscience, l'élucidation du silencieux, la parole restituée à ce qui est muet, la réanimation de l'inerte, tout cela constituant le contenu de l'éthique. L'homme n'est pas contemporain de son être, car les choses viennent se donner avec un temps qui leur est propre. Les limites de la pensée renouent avec le projet d'une critique générale de la raison. Nietzsche a retrouvé le point où l'homme et Dieu s'appartiennent l'un l'autre, où la mort du second est synonyme de la disparition du premier, et où la promesse du surhomme signifie l'imminence de la mort de l'homme. Nietzsche nous propose un futur comme échéance et comme tâche marquant le seuil à partir duquel la philosophie contemporaine peut recommencer à penser. Avec Freud, Comte et Marx commence le règne du modèle philologique, interprétant et découvrant le sens caché et linguistique en structurant et mettant au jour le système signifiant. Rôle de la représentation dans les sciences humaines. Le rôle du concept de signification est de montrer comment quelque chose, comme un langage, peut être donné à la représentation. Le couple signification-système assure la représentabilité du langage et la présence de l'origine, analytique de la finitude.
Importance de l'inconscient dans le primat de la représentation, champ même des sciences humaines et dans toute leur étendue. Toute science révèle toujours la configuration épistémologique. La culture occidentale a constitué, sous le nom d'homme, un être qui est du domaine positif du savoir et ne peut pas être objet de science. À partir du XIXe siècle, vient à la lumière une forme nue de l'historicité humaine, le fait que l'homme en tant que tel est exposé à l'événement. Dans la pensée moderne, l'historicisme et l'analytique de la finitude se font face. Rapport critique entre l'histoire et les sciences humaines. Fonction critique de la psychanalyse, faisant parler à travers la conscience le discours de l'inconscient. La psychanalyse seule pointe directement vers l'inconscient de propos délibérés. Le désir n'est-il pas ce qui demeure toujours impensé au cœur de la pensée? L'homme a la mort qui est à l'œuvre dans sa souffrance. Désir qui a perdu son objet et ce langage à travers lequel s'articule silencieusement sa loi. Tout savoir analytique est invinciblement lié à une pratique, écoute du langage de l'autre. L'ethnologie se place dans la dimension de l'historicité. Possible qu'à partir d'une certaine situation, d'un événement singulier, l'ethnologie s'enracine. Normalisation des grandes fonctions biologiques, règles qui rendent possibles toutes les formes d'échange. Psychanalyse et ethnologie sont des contre-sciences, à contre-courant, défaisant l'homme dans les sciences humaines, refaisant sa positivité, mais pas moins rationnelle ou objective. La question du langage ressurgit en investissant de toutes parts la figure de l'homme. L'homme a composé sa propre figure dans les interstices d'un langage en fragments. L'homme est une invention dont l'archéologie de notre pensée montre la date récente et peut-être la fin prochaine. Michel Foucault, les mots et les choses. Merci.